Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit pour commencer avec vous une autre lecture, Mauprat de George Sand. Alors George Sand est le pseudonyme d'Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, romancière, auteure dramatique, critique littéraire française, journaliste, qui est née à Paris en 1804 et morte en 1876. Alors Mauprat est un roman historique donc, de George Sand, publié en 1837. L'histoire se déroule dans le Berry et Mauprat est avant tout un roman d'amour, une histoire de famille, mais aussi un roman d'éducation, une fable philosophique et un manifeste féminin. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter comme d'habitude ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence donc avec vous la lecture de Mauprat. Vous ne demeurez pas très bien, pas très loin de la roche Mauprat. Vous avez dû passer souvent le long de ces ruines. Je n'ai donc pas besoin de vous en faire la description. Tout ce que je ne puis vous apprendre, c'est que jamais ce séjour n'a été aussi agréable qu'il l'est maintenant. Le jour où j'en fis enlever le toit, le soleil éclaira pour la première fois les humides lambris où s'était écoulée mon enfance. Et les lézards auxquels je les ai cédés y sont beaucoup mieux logés que je ne le fus jadis. Ils peuvent au moins contempler la lumière du jour et réchauffer leurs membres froids aux rayons du midi. Il y avait la branche aînée et la branche cadette des Mauprat. Je suis de la branche aînée. Mon grand-père était ce vieux Tristan de Mauprat qui mangea sa fortune, déshonora son nom et fut si méchant que sa mémoire est déjà entourée de merveilleux. Les paysans croit encore voir apparaître son spectre alternativement dans le corps d'un sorcier qui enseigne aux malfaiteurs le chemin des habitations de la Varenne. Et dans celui d'un vieux lièvre blanc qui se montre aux gens teintés de quelques mauvais desseins. La branche cadette n'existait plus lorsque je vins au monde que dans la personne de monsieur Hubert de Mauprat, qu'on appelait le chevalier parce qu'il était dans l'ordre de Malte, et qui était aussi bon que son cousin l'était peu. Cadet de famille, il s'était voué au célibat, mais resté seul de plusieurs frères et sœurs, il se fit relever de ses vœux et prit femme 1 an avant ma naissance. Avant de changer ainsi son existence, il avait fait, dit-on, de grands efforts pour trouver dans la branche aînée un héritier digne de relever son nom flétri et de conserver la fortune qui avait prospéré dans les mains de la branche cadette. Il avait essayé de remettre de l'ordre dans les affaires de son cousin Tristan et plusieurs fois apaiser ses créanciers. Mais voyant que ses bontés ne servaient qu'à favoriser les vices de la famille et qu'au lieu de déférence et de gratitude, il ne trouverait jamais là que haine secrète et grossière jalousie. Il renonça à tout accord, rompit avec ses cousins et malgré son âge avancé, il avait plus de 60 ans. Il se maria afin d'avoir des héritiers. Il eut une fille, et il a dû finir son espoir de postérité, car sa femme mourut peu de temps après d'une maladie violente que les médecins appelèrent colique de miséraire. Il quitta le pays et ne revint plus que très rarement habiter ces terres qui étaient situées à 6 lieues de la roche Mauprat, sur la lisière de la Varenne et du Fromental. C'était un homme sage et juste, parce qu'il était éclairé, parce que son père n'avait pas repoussé l'esprit de son siècle et lui avait donné de l'éducation. Il n'en avait pas moins gardé un caractère ferme et un esprit entreprenant. Et comme ses aïeux, il se faisait gloire de porter en guise de prénom le surnom chevaleresque de Casse-Tête, héréditaire dans l'antique tige des Mauprat. Quant à la branche aînée, elle avait si mal tourné, ou plutôt elle avait gardé de telles habitudes de brigandage féodal qu'on l'avait surnommé Mauprat Coupe-Jarret. Mon père, qui était le fils aîné de Tristan, fut le seul qui se maria. Je fus son unique enfant. Il est nécessaire de dire ici un fait que je n'ai su que fort tard. Hubert Mauprat, en apprenant ma naissance, me demanda à mes parents, s'engageant si on le laissait absolument maître de mon éducation, à me constituer son héritier. Mon père fut tué par accident à la chasse à cette époque, et mon grand-père refusa l'offre du chevalier.
déclarant que ses enfants étaient les seuls héritiers légitimes de la branche cadette, qu'il s'opposerait par conséquent de tout son pouvoir à une substitution en ma faveur. C'est alors que Hubert eut une fille, mais lorsque 7 ans plus tard, sa femme mourut en lui laissant ce seul enfant, le désir qu'avaient les nobles de cette époque de perpétuer leur nom, j'engagea de renouveler sa demande à ma mère. Je ne sais ce qu'elle répondit, elle tomba malade et mourut. Les médecins de campagne mirent encore en avant la colique de Miséré. Mon grand-père était demeuré chez elle les 2 derniers jours qu'elle passa en ce monde. Versez-moi un verre de vin d'Espagne, car je sens le froid qui me gagne. Ce n'est rien, c'est l'effet que me produisent mes souvenirs quand je commence à les dérouler. Cela va se passer. Il avala un grand verre de vin et nous en fîmes autant car nous avions froid aussi en regardant sa figure austère. Et en écoutant sa parole brève et saccadée, il continua. Je me trouvais donc orphelin à 7 ans. Mon grand-père pilla dans la maison de ma mère tout l'argent et les nippes qu'il put emporter. Puis laissant le reste, et disant qu'il ne voulait point avoir affaire aux gens de la loi, il n'attendit pas que la morte fût ensevelie, et me prenant par le collet de ma veste, il me jeta sur la croupe de son cheval en me disant « Ah ça, mon pupille, venez chez nous et tâchez de ne pas pleurer longtemps, car je n'ai pas beaucoup de patience avec les marmots. » En effet, au bout de quelques instants, il m'appliqua de si vigoureux coups de cravache que je cessai de pleurer, et que, me rentrant en moi-même comme une tortue sous son écaille, je fis le voyage sans oser respirer. C'est un grand vieillard, osseux et louche, je crois le voir encore tel qu'il était alors. Cette soirée a laissé en moi d'ineffaçables traces. C'était la réalisation soudaine de toutes les terreurs que ma mère m'avait inspirées en me parlant de son exécrable beau-père et de ses brigands de fils. La lune, je m'en souviens, éclairait de temps à autre au travers du branchage serré de la forêt. Le cheval de mon grand-père était sec, vigoureux et méchant, comme lui. Il ruait à chaque coup de cravache et son maître ne les lui épargnait pas. Il franchissait rapide comme un trait les ravins et les petits torrents qui coupent la Varenne en tous sens. À chaque secousse, je perdais l'équilibre et je me cramponnais avec frayeur à la croupière du cheval ou à l'habit de mon grand-père. Quant à lui, il s'inquiétait si peu de moi que si je fusse tombée, je doute qu'il eût pris la peine de me ramasser. Parfois, s'apercevant de ma peur, il m'enraillait et pour l'augmenter faisait caracoler de nouveau son cheval. 20 fois le découragement me prit et je faillis me jeter à la renverse, mais l'amour instinctif de la vie m'empêcha de céder à ces instants de désespoir. Enfin, vers minuit, nous nous arrêtâmes brusquement devant une petite porte aiguë, et bientôt, le pont-levis se releva derrière nous. Mon grand-père me prit, tout baigné, que j'étais d'une sueur froide et me jeta un grand garçon estropié, hideux, qui me porta dans la maison. C'était mon oncle Jean, et j'étais à la Roche-Mauprat. Mon grand-père était dès lors avec ses 8 fils, le dernier débris que notre province eût conservé de cette race de petits tyrans féodaux dont la France avait été couverte et infestée pendant tant de siècles. La civilisation, qui marchait rapidement vers la grande convulsion révolutionnaire, effaçait de plus en plus ses exactions et ses brigandages organisés. Les lumières de l'éducation, une sorte de bon goût, reflet lointain d'une cour galante et peut-être le pressentiment d'un réveil prochain et terrible du peuple, pénétrer dans les châteaux et jusque dans le manoir à demi rustique des gentillâtres. Même dans nos provinces du centre, les plus arriérées par leur situation, le sentiment de l'équité sociale l'emportait déjà sur la coutume barbare. Plus d'un mauvais garnement avait été obligé de s'amender. En dépit de ses privilèges et en certains endroits, les paysans poussés à bout s'étaient débarrassés de leurs seigneurs sans que les tribunaux eussent songé à s'emparer de l'affaire et sans que les parents eussent osé demander vengeance. Malgré cette disposition, les esprits, mon grand-père s'était longtemps maintenu dans le pays sans éprouver de résistance. Mais ayant eu une nombreuse famille à élever, laquelle était pourvue comme lui de bon nombre de vices, il se vit enfin tourmenté et obsédé de créanciers
que Néfarouche plus menace et qui menaçaient eux-mêmes de lui faire un mauvais parti. Il fallut songer à éviter les records d'un côté et de l'autre les querelles qui naissaient à chaque instant, et dans lesquelles, malgré leur nombre, leur bon accord et leur force herculéenne, les Mauprat ne brillaient plus, toute la population se joignant à ceux qui les insultaient et se mettant en devoir de les lapider. Alors Tristan, ralliant s'aligner autour de lui comme le sanglier rassemble après la chasse ses marcassins dispersés, se retira dans son castel, en fit lever le pont et s'y renforma avec 10 ou 12 manants, ses valets, tous braconniers ou déserteurs qui avaient intérêt, comme lui, à se retirer du monde. C'était son expression, et à se mettre en sûreté derrière de bonnes murailles. Un énorme faisceau d'armes, de chasse, canardières, carabines, escopettes, pieux et coutelas, fut dressé sur la plateforme, et il fut enjoint au portier de ne jamais laisser approcher plus de 2 personnes en deçà de la porte de son fusil. Depuis ce jour, Mauprat et ses enfants rompirent avec les lois civiles, comme ils avaient rompu avec les lois morales. Ils organisèrent en bandes d'aventuriers, tandis que leurs armées et féaux, braconniers, pourvoyaient la maison du gibier. Ils levaient des taxes illégales sur les métairies environnantes sans être lâches. Nos paysans, vous le savez, sont doux et timides. Par nonchalance et par méfiance de la loi que dans aucun temps ils n'ont comprise, et qu'aujourd'hui encore, ils connaissent à peine. Aucune province de France n'a conservé plus de vieilles traditions et souffert plus longtemps les abus de la féodalité. Nulle part ailleurs, peut-être, on m'a maintenu, comme on l'a fait chez nous jusqu'ici, le tir de seigneur de la commune à certains châtelains. Et nulle part, il n'est aussi facile d'épouvanter le peuple par la nouvelle de quelques faits politiques absurdes et impossibles. Au temps dont je vous parle, les Mauprat, seule famille puissante dans un rayon de campagne éloignée des villes et privée de communication avec l'extérieur, n'eurent pas de peine à persuader leurs vassaux que le servage allait être rétabli et que les récalcitrants seraient malmenés. Les paysans hésitèrent, écoutèrent avec inquiétude quelques-uns d'entre eux qui prêchaient l'indépendance, puis réfléchirent et prirent le parti de se soumettre. Les Mauprat ne demandaient pas d'argent. Les valeurs monétaires sont ce que le paysan de ces contrées réalise avec plus de peine, ce dont il se dessaisit avec le plus de répugnance. L'argent est cher, et un de ses proverbes, parce que l'argent représente pour lui un autre chose qu'un travail physique. C'est un commerce avec les choses et les hommes, du dehors, un effort de prévoyance ou de circonception, un marché, une sorte de lutte intellectuelle qui l'enlève à ses habitudes d'incurie, en un mot, un travail de l'esprit, et pour lui c'est le plus pénible et le plus inquiétant. Les Mauprat, connaissant bien le terrain et n'ayant plus de grands besoins d'argent, puisqu'ils avaient renoncé à payer leurs dettes, réclamèrent seulement des denrées. L'un subit la surtaxe sur ses chapons, un autre sur ses veaux. Un troisième fournit le blé, un quatrième le fourrage, et ainsi de suite. On avait soin de rançonner avec discernement, de demander à chacun ce qu'il pouvait donner, sans se gêner outre mesure. On promettait à tous aide et protection, et jusqu'à un certain point on tenait parole. On détruisait les loups et les renards, on accueillait et on cachait les déserteurs. On aidait à frauder l'État, en intimidant les employés de la gabelle et les collecteurs de l'impôt. On usa de la facilité d'abuser le pauvre sur ses véritables intérêts et de corrompre les gens simples en déplaçant le principe de leur dignité et de leur liberté naturelle. On fit entrer toute la contrée dans l'espèce de scission qu'on avait faite avec la loi, et on effraya tellement les fonctionnaires chargés de la faire respecter qu'elle tomba en peu d'années dans une véritable déséitude. De sorte que tandis qu'à une faible distance de ce pays, la France marchait à grands pas vers l'affranchissement des classes pauvres, la Varenne suivait une marche rétrograde et retournait à plein collier vers l'ancienne tyrannie des Aubereux. Il fut bien aisé aux Mauprat de pervertir ces pauvres gens. Ils affectèrent de se populariser afin de contraster avec les autres nobles de la province, qui conservaient dans leur manière la hauteur de leur antique puissance. Mon grand-père ne perdait pas surtout cette occasion de faire partager aux paysans son animadversion contre son cousin Hubert de Mauprat, tandis que celui-ci donnait audience à
à ses chevanciers, lui assis dans son fauteuil, eux debout et la tête nue. Tristan de Mauprat les faisait asseoir à sa table, goûter avec eux le vin qu'il lui apportait en hommage volontaire et les faisait reconduire par ses gens au milieu de la nuit, tous ivres morts. La torche en main et faisant retenir la forêt de refrains obscènes. Le libertinage acheva la démoralisation des paysans. Les Mauprat eurent bientôt dans toutes les familles des accointances que l'on toléra parce qu'on y trouve du profit. Et faut-il le dire, hélas, des satisfactions de vanité. La dispersion des habitations favorisait le mal. Là, point de scandale, point de censure. Le plus petit village eût suffi pour faire éclore et régner une opinion publique. Mais il n'y avait que des chaumières, des métairies isolées, des landes et des taillis mettaient entre les familles des distances assez considérables pour qu'elles ne puissent exercer mutuellement leur contrôle. La honte fait plus que la conscience. Il est inutile de vous dire quels nombreux liens d'infamie s'établirent entre les maîtres et les esclaves. La débauche, l'exaction et la banqueroute fut l'exemple et le précepte de ma jeunesse. Et l'on menait joyeuse vie. On se moquait de toute équité. On ne remboursait aux créanciers ni intérêts ni capitaux. On rossait les gens de loi qui se hasardaient à venir faire des somnations. On canadait la maréchaussée lorsqu'elle approchait trop de querelles. On souhaitait la peste. Au Parlement, la famine aux hommes imbus de philosophie nouvelle. La mort à la branche cadette des Mauprat. Et on se donnait par-dessus de tous les airs de paladins du XIIe siècle. Mon grand-père ne parlait que de sa généalogie et des prouesses de ses ancêtres. Il regrettait le bon temps où les châtelains avaient chez eux des instruments pour la torture, des oubliettes et surtout des canons. Pour nous, nous n'avions que des fourches, des bâtons et une mauvaise coulevrine, que mon oncle Jean pointait du reste fort bien et qui suffisait pour tenir en respect la chétive force militaire du canton. Chapitre 2. Le vieux Mauprat était un animal perfide et carnassier qui tenait le milieu entre le loup-cervier et le renard. Il avait, avec une élocution abondante et facile, un vernis d'éducation qui aidait en lui à la ruse. Il affectait beaucoup de politesse et ne manquait pas de moyens de persuasion avec les objets de ses vengeances. Il savait les attirer chez lui et leur faire subir des traitements affreux que, faute de témoins, il leur était impossible de prouver en justice. Toutes ces scélératesses portaient un caractère d'habileté si grande que le pays en fut frappé d'une consternation qui ressemblait presque à du respect. Jamais il ne fut possible de le saisir hors de sa tanière, quoiqu'il en sortît souvent et sans beaucoup de précautions apparentes. C'était un homme qui avait le génie du mal, et ses fils, à défaut de l'affection dont ils étaient incapables, subissaient l'ascendant de sa détestable supériorité et lui obéissant avec une discipline et une ponctualité presque fanatiques. Il était leur sauveur dans tous les cas désespérés, et lorsque l'ennui de la réclusion commençait à planer sous nos voûtes, glacé, son esprit, facétieusement féroce, le combattait chez eux par l'attrait de spectacles dignes d'une caverne de voleurs. C'étaient parfois de pauvres moines, quêteurs, qu'on s'amusait à effrayer, à tourmenter. On leur brûlait la barbe, on les descendait dans des puits et on les tenait suspendus entre la vie et la mort. Jusqu'à ce qu'ils dussent chanter quelques gravelures ou proférer quelques blasphèmes. Tout le pays connaît l'aventure du greffier qu'on laissa entrer avec 4 huissiers et qu'on reçut avec tous les empressements qu'une hospitalité fastueuse. Mon grand-père feignit de consentir de bonne grâce à l'exécution de leur mandat et les aida poliment à faire l'inventaire de son mobilier, dont la vente était décrétée, après quoi le dîner étant servi et les gens du roi attablés. Tristan dit au greffier : « Eh mon Dieu, j'oubliais une pauvre haridelle que j'ai à l'écurie. Ce n'est pas grand-chose, mais encore vous pourriez être réprimandé pour l'avoir omise, et comme je vois que vous êtes un brave homme, je ne veux point vous induire en erreur. Venez avec moi, la voir, ce sera l'affaire d'un instant. » Et c'est ainsi que se termine
ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du roman. Bonne nuit si vous allez vous coucher et bonne journée si vous vous levez.